La loi enferme l'homme qui vole loi au commun, mais laisse le plus grand criminel en liberté qui vole le commun à loi. Dicton de Forçat, déporté en Australie. Comment l'Australie moderne a-t-elle été créée ? Nous découvrirons cette aventure passionnante à travers la vie tumultueuse de James Roos, le premier de l'histoire à plus d'un titre. Nous découvrirons l'histoire cachée de l'édification de ce pays, construite sur les bases d'une colonie pénitentiaire où les Anglais enverront 170 000 prisonniers, pour la plupart victimes des effets collatéraux de la première révolution industrielle. Un petit brief historique avant de commencer. L'Australie vient du latin australis, le sud. Ce continent est davantage un mythe au début. Aristote émet l'idée qui sera reprise au cours de l'histoire de cette terre au sud de l'océan Indien, la Terra Australis. Il n'y a pas vraiment de date exacte de sa découverte. Depuis les premiers hommes qui l'ont colonisé il y a près de 50 000 ans, quand la cartographie mondiale était bien différente, de nombreux marins ont accosté, mais aucun n'y a vu un réel intérêt. Jusqu'à ce que James Cook reconnaisse l'île au nom de la couronne d'Angleterre en 1770. Un homme politique de l'époque, Lord Sydney, décide d'en faire une colonie pénitentiaire. En effet, ces prisons débordent. Elles débordent tellement que l'on utilise des vieux bateaux où l'on entasse les prisonniers par milliers. Après les avoir envoyés dans les colonies d'Amérique, on décide de coloniser, grâce à eux, cette lointaine Australie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'émigrés. Je vous conterai le destin de femmes et d'hommes illustres et moins illustres à la recherche d'une vie meilleure. James Roos est là, assis, le visage en larmes. La lune se reflète sur la rivière Hawkesbury par une nuit chaude et humide que connaissent bien les Australiens. Les tempêtes n'arrêtent pas depuis le début de la saison. Le niveau du fleuve est monté de plusieurs mètres jusqu'à inonder tous ces champs. Les autres fermiers l'avaient pourtant prévenu. S'implanter si près de la rivière était dangereux. Il ne les a pas écoutés et maintenant tout est perdu. Nous sommes en 1808, il a presque 50 ans et il a connu tellement d'épreuves depuis son plus jeune âge. Il se souvient de tout. La faim, les violences, la condamnation à mort, la mine, la déportation. Il s'est toujours relevé. Il est né le 9 août 1759 à Lowington, dans ce maudit sud-ouest de l'Angleterre, les Cornouailles, dans une famille pauvre et sans éducation. Aussi loin que remontent ses souvenirs, il a travaillé au champ. C'est un travail harassant, plier toute la journée pour entretenir les cultures. Cela lui permet néanmoins de manger à sa faim. Ils vivent tous dans la même pièce, avec son solide père Richard, l'homme le plus puissant qu'il ait jamais vu, infatigable au champ, sa mère Elisabeth, ainsi que ses frères et sœurs. Et ils migrent, de saison en saison, au rythme des champs qu'ils peuvent cultiver pour se nourrir. C'est la même vie que ses ancêtres ont vécue, mais les temps changent. Une expression qu'il n'entendra que bien plus tard. Révolution industrielle. Cette révolution est en marche et elle va chambouler la vie économique de tous les travailleurs européens, au champ comme à la ville. Les problèmes ont commencé avec la chute des prix du maïs et du blé. Des fermiers arrivaient à produire beaucoup plus grâce à de nouvelles techniques et ainsi faire baisser les prix. Pour son père, c'est une catastrophe. Il ne gagne presque plus rien grâce à son travail. Il se résout, comme bon nombre de familles pauvres des campagnes, à emmener tout le monde à la ville pour tenter de gagner sa vie à la mine. Quand toute la famille arrive à Bodmin, tout n'est que misère et désolation. Le ciel est assombri par les fumées de charbon crachées par les usines, les gens ont la tête sombre de crasse et de suie. Les conditions de logement sont désastreuses. Il y a tous les jours plus de familles qui arrivent car elles n'ont plus de travail au champ. James a 12 ans quand il descend pour la première fois au puits pour chercher du cuivre.
il faut descendre la frêle échelle de bois de 50 mètres pour arriver au cœur de la mine. Il arrive à peine à distinguer son père devant lui tellement il fait sombre. Même s'il n'est pas encore très grand, il doit tout de même marcher la tête courbée, tandis que ses pieds nus trempent dans l'eau glacée. Il se souvient particulièrement de la puanteur, l'odeur d'urine et des déjections humaines, et surtout des rats. Les morts étaient fréquentes à la mine, à cause des éboulements ou des poussières qui vous faisaient tousser. Au début, il travaillait pour son père, qui était payé à la pièce. Son père devait décrocher au burin les roches pleines de cuivre, tandis que lui et sa mère devaient remonter les lourds sacs pour qu'ils soient enregistrés par le contremaître. C'est une vie où les perspectives sont faibles, mais néanmoins pas une vie malheureuse. Il est débarrassé du carcan des bonnes mœurs britanniques de l'époque. Notre jeune héros papillonne donc avec les autres ouvrières jusqu'à ce que l'inévitable arrive. Il met sa conquête du moment enceinte, la belle et forte Susanna Norcott. Pour sa famille, il faut sauver au moins les apparences. Le jeune couple se marie donc. Peu après le mariage, Susanna met au monde la petite Elizabeth, qui meurt malheureusement très rapidement. Mais à peine quelques mois plus tard, Susanna est de nouveau enceinte du petit Richard. Si la vie personnelle de James Roos prend corps, sa sécurité économique est de plus en plus compromise. Il gagne à peine de quoi nourrir sa famille. Une fois encore, la vie lui impose un destin qu'il n'a pas choisi. Il est viré, la mine ferme. En effet, les mines du Pays de Galles sont beaucoup plus grandes et productives et font donc plonger les prix du cuivre sur le marché. Il est acculé et n'a plus le choix s'il veut subvenir à sa famille. Il pénètre donc un soir dans la maison de Thomas Olive, un riche propriétaire qui dit à qui veut l'entendre qu'il est l'ami du roi. James lui dérobe 2 montres qu'il espère pouvoir revendre sur le marché noir. Malheureusement, il se fait prendre. Il est donc emprisonné et envoyé au palais de justice communal. Ils sont une vingtaine dans son groupe pour des délits mineurs, vol ou braconnage. Et les jugements sont expéditifs. Le juge, habillé de sa belle tunique rouge et coiffé de sa grande perruque de cheveux bouclés, n'a que du dégoût pour ces gens. Ils seront condamnés pour la plupart à mort. C'est également le cas de James. Il est condamné à être pendu en place publique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On lui propose un marché, la déportation pendant 7 ans pour aller travailler dans une colonie en échange de la vie sauve. Pendant les décennies précédentes, beaucoup de forçats sont partis pour les Amériques. Ils sont achetés comme esclaves par les fermiers colons. Mais depuis la Révolution américaine, on ne sait plus où les envoyer. En attendant son envoi hypothétique dans une colonie, on les parque dans le Hulk Dunkerque à Plymouth, un ponton géole. Il s'agit d'anciens bateaux militaires qui ne servent plus, où l'armée a enlevé voile et canons pour mettre les prisonniers. Car il n'y a plus de place dans les prisons classiques. Elles sont déjà bondées. Ils sont près de 1000 à être entassés sur les 2 étages d'un bateau, enchaînés les uns aux autres. Et rien que dans la baie de Plymouth, il y a bien une dizaine de bateaux. Les seules sorties sont pour travailler sur les chantiers ou des carrières. La situation de ces forçats est identique à celle des esclaves noirs en partance pour les Amériques. Les conditions sont rudes et la mortalité forte. Et James va moisir là pendant 5 ans. Il va survivre aux épidémies comme le typhus et la faim qui ont emporté nombre de ses camarades. Finalement, on décide d'envoyer tous ces misérables en Australie. Pour James la Guigne, on l'envoie au bout du monde à 2 ans à peine de la fin de sa peine. Et il va laisser derrière lui sa femme et son enfant. Il ne les reverra certainement jamais. C'est une petite armada qui est préparée. 11 navires, 300 soldats et 731 bagnards, dont des femmes et une 40aine d'enfants. Le but était d'établir si cette colonie est vivable, sous la direction du futur gouverneur Arthur Phillip. Les conditions à bord sont terribles, et pas mal de ces prisonniers mourront de faim et de maladie pendant ce voyage, leur corps passé par-dessus bord. Les autres resteront enchaînés, une odyssée macabre qui va durer 8 mois. Après les escales de Tenerife et de Rio de Janeiro, la flotte arrive en vue de Botany Bay, en Australie, le 18 janvier 1788, sous une chaleur accablante. Ce lieu, celui-là même où James Cook a accosté,
n'est clairement pas le bon. Il n'y a pas assez de profondeur pour amener les bateaux proches des côtes. C'est néanmoins les premières rencontres avec la tribu aborigène des Eora. En attendant que les prisonniers explorent les abords des côtes, pour les prisonniers, l'attente est longue dans les cales des bateaux. Ils ont chaud, ils ont faim et soif. Ils ont survécu jusqu'ici, ils veulent débarquer. Arthur Phillip, commandant de la flotte, décide d'aller explorer un estuaire plus au nord, baptisé Port Jackson. Et là, c'est le coup de cœur. La végétation est luxuriante, magnifique, des propres mots du gouverneur. Tous les regrets suscités par les premières désillusions s'évanouissent d'un coup. La satisfaction de découvrir l'un des plus beaux havres du monde. On descend la chaloupe à la mer pour découvrir le lieu et notre jeune James Roos est le prisonnier choisi pour ramer et conduire la chaloupe à terre. Il est d'un blanc cadavérique, squelettique et presque nu. Le soleil éclatant l'éblouit toujours lorsqu'il pose le pied sur le sable brûlant. Il est le premier colon à poser pied à terre. Arthur Phillip décide que la ville se nommera Sydney, en l'honneur de Lord Sydney, qui a donné l'ordre d'établir cette colonie. Quelques dizaines de prisonniers sont envoyés à terre avec du bois de construction pour faire un ponton. Au bout de quelques jours de dur labeur, il est prêt. Tout le monde peut débarquer et la vie commence à s'organiser. Le camp se monte peu à peu, les tentes sont assemblées pour abriter les hommes, tandis que l'on plante des clôtures pour pouvoir y parquer les moutons, porcs et chevaux ramenés du continent. Rapidement, il va y avoir deux grandes équipes. Une équipe chargée de la construction des maisons pour les colons libres, à commencer par la maison du gouverneur, tandis que les autres commencent à planter des champs de maïs et de pois un peu plus loin dans les terres. En effet, c'est une course contre la montre qui s'amorce. Il faut que la colonie soit autosuffisante rapidement. Les vivres sont comptés. James Roos sera du compte. Il a l'expérience de la terre. Ils vont brûler la forêt pour défricher ces terres et planter les semences ramenées d'Europe sur la colline appelée Rose Hill. En parallèle, les relations avec les aborigènes s'approfondissent. On veut garder de bonnes relations avec eux. En effet, les colons sont en minorité, même si au premier abord ces hommes à la peau foncée et peints d'argile ne font pas extrêmement peur. Les mousquets anglais devraient avoir le dessus face à leurs épées en bois. Et ils se baladent toujours avec du feu. Leur feu ne s'éteint jamais. Il est toujours protégé des intempéries et ravivé. C'est une énigme parmi les colons. Peut-être que ces autochtones n'arrivent pas à le faire, et ce feu serait ravivé depuis le premier, qui aurait été créé par la foudre. Bien sûr, on essaie de communiquer avec eux, ce qui donnera des situations cocasses. Par exemple, si on appelle aujourd'hui les kangourous kangourous, c'est parce qu'un officier anglais a pointé l'animal en demandant ce que c'était à un aborigène, qui a répondu kangaroo, ce qui veut dire en langue Eora « je ne comprends pas ». Les colons étaient pour la plupart très racistes envers ces indigènes, tant et si bien que le gouverneur Phillip promet la pendaison à tout colon qui tuera un aborigène. Lui-même se liera d'amitié avec l'un d'eux, qu'il ira jusqu'à ramener en Angleterre. Mais cela n'empêche pas la situation de dégénérer. Par des petites choses tout d'abord, des vols ou des rixes. La tribu aborigène se méfie de plus en plus, et un mal mystérieux les décime depuis l'arrivée des Blancs. Ils sont infectés par la variole, une maladie ramenée par les colons, pour la plupart immunisés, qui va décimer la population locale. La situation dégénère complètement quand le colon John McTire tue plusieurs aborigènes. Pour lui, ce ne sont que des voleurs, des sous-hommes. Pemu, lui, le plus puissant guerrier de la tribu, lui fracassera le crâne et le tuera sur le coup. Une guerre ouverte entre les colons et les autochtones s'ensuit, avec comme résultat un déplacement massif de la population aborigène. Mais revenons à James Roos, qui au bout de 1 an de dur labeur peut voir le résultat. Il y a des récoltes, mais elles ne sont pas encore suffisantes pour assurer l'autosuffisance de la colonie. Elle vit encore grandement sur les réserves avariées ramenées du continent. C'est également venu le temps pour James Roos d'être émancipé, 1 an à peine après l'arrivée de la flotte, en 1789. En effet, après avoir moisi 5 ans dans la baie de Plymouth, les 8 mois de traversée et l'année de travail qu'il a effectué ici, il est allé au bout de sa peine de 7 ans. Le gouverneur lui propose un deal. Il est prêt à lui donner une terre, lui construire une petite maison et le fournir en vivres et semences pendant 15 mois. À cette date, il devrait être autosuffisant. Pour le gouverneur, il faut prouver qu'un fermier peut gagner de l'argent de cette terre.
C'est primordial pour attirer des colons libres. Le gouverneur Philip est dans une situation compliquée. S'il veut assurer la survie de sa colonie, il lui faut plus de travailleurs et développer les activités agricoles, ce que la couronne lui enverra en 1790, 1209 forçat. Malheureusement, les conditions sont telles lors de la traversée que 278 meurent et 120 vont mourir dans les jours suivant leur arrivée. Dans l'un des bateaux, le Lady Juliana descend la première femme célibataire de la colonie, Elizabeth Perry. Elle est décharnée et dans un état pitoyable, comme tous les autres, mais bien vivante. On va l'affecter au champ de Rose Hill pour déforester de nouvelles terres, labourer, essaimer et récolter les fruits du dur labeur. Bien sûr, elle ne passe pas inaperçue au milieu de tous ces hommes. Elle est jeune, 21 ans à peine, et jolie. Elle a été condamnée à la déportation pour le vol de quelques vêtements. Et ce qui devait arriver arriva, elle se lia rapidement avec le désormais jeune entrepreneur James Roos, et ils se marieront la même année. I now pronounce you man and wife. Huh? Well, John, kiss the bride, will you? No, I slept all night. Celle qui est à présent sa femme sera rapidement émancipée et travaillera au champ avec James. Et au bout des 15 mois donnés par le gouverneur, ils seront autosuffisants. Ils déclareront officiellement qu'ils n'ont plus besoin d'aller se servir dans la réserve commune en nourriture. En récompense, le gouverneur lui fait signer le premier titre de propriété de l'île, près de 12 hectares à défricher un peu plus loin dans les terres. Il va monter sa ferme en se faisant aider par tous ses anciens amis forçats qui, pendant leur temps libre, peuvent aller travailler à la ferme en échange d'une part dans les récoltes à venir. Et les récoltes sont bonnes. En 1793, il revend pour 150 pounds de maïs à la réserve de la colonie. Une véritable fortune. Mais il a un problème. Il n'a pas d'engrais pour ses terres, car pas de bêtes pour en produire. Ses terres se fatiguent donc et le poussent à défricher toujours plus pour maintenir ses rendements. Son ami, Charles Williams, lui a parlé d'une terre fertile au bord d'une rivière. Il a confiance en lui. Ils ont fait la traversée ensemble à bord du Scarborough. Charles était avec sa femme et son fils, qui n'ont, eux, pas survécu. James, Elizabeth et Charles se décident donc finalement à tout abandonner pour aller au bord de la rivière Hawkesbury. Pour vous imaginer les abords, c'est une large rivière entourée de montagnes, avec une forêt tropicale. Il a dû en falloir de l'énergie pour débroussailler tout cela, mais ils vont le faire avec brio. Et c'est une période douce qui va commencer pour eux. Le travail est dur bien sûr, mais les récoltes seront bonnes. De plus, le couple James et Elizabeth fonctionne bien, avec 5 bébés qui vont naître dans un intervalle très court. Tout n'est néanmoins pas rose. Il faut bien comprendre que 2 sociétés se créent. D'un côté, les anciens forçats à qui l'on donne des terres toujours plus loin, dans le bush. Et de l'autre, la vie à Sydney. Cette ville commence à devenir mondaine. De nombreux militaires ou anciens militaires y vivent. Ils ramènent leurs familles, et à eux s'ajoutent les premiers colons libres qui ont entendu parler des merveilles de cette nouvelle terre, une sorte de nouvel Eldorado. Les fermiers au bord de la rivière Hawkesbury créeront néanmoins une vie sociale entre eux, se recevant pour des dîners ou des fêtes. James se fera même pincer pour avoir organisé des jeux d'argent sur sa propriété. Cette période va durer près de 20 ans, durant lesquels ses enfants grandiront et s'émanciperont eux-mêmes. Et nous revoilà en 1808, devant ces champs inondés. La rivière a débordé en détruisant tout son travail, ses récoltes, ses outils et sa ferme. Il ne lui reste que ses chevaux et ses porcs qu'il a pu sauver. Mais il ne se laissera pas abattre. Il a trop traversé pour ça. Il reconstruira. Dans la même année, il fera un prêt pour acquérir une terre encore plus grande, ainsi que du matériel venu des colonies, et recommencera tout. Il mourra en 1837, à l'âge honorable de 77 ans. Pour conclure, un petit mot sur les aborigènes. Il s'agit de la plus ancienne culture au monde. En effet, l'île ayant été coupée du monde suite à la fin de la période glaciaire, il n'y a eu aucun échange avec une autre civilisation.
Ils étaient approximativement 400 000 individus sur l'île à l'arrivée des Anglais. En 1911, ils ne seront plus que 31 000. Ils ne seront reconnus comme Australiens qu'en 1967. Je vais conclure avec les mots de James Cook lors de sa rencontre avec les aborigènes. En réalité, ils sont bien plus heureux que nous, les Européens. Ils vivent dans la tranquillité qui n'est pas troublée par l'inégalité de la condition. La terre et la mer leur fournissent toutes les choses nécessaires pour vivre. Ils vivent dans un climat agréable et ont un air très sain. Ils n'ont aucune abondance. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à vous pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Nous découvrirons, dans les 2 prochains épisodes, le destin de 2 grands Normands. Tout d'abord Rollo, viking venu du Grand Nord et premier duc de Normandie. Et ensuite Guillaume le Conquérant, ascendant direct de la reine Élisabeth II, né Guillaume le Bâtard et mort roi d'Angleterre. N'oubliez pas de noter le podcast si ce n'est toujours pas fait sur Apple Podcast. Merci à vous.